Bonjour à tous et comme promis, voici la vidéo consacrée au bilan du chapitre sur les mouvements qui nous avait occupé avant les vacances et un petit focus sur le chapitre sur le lancer du poids, rappelez-vous, qui est l'exercice 30 du livre et qui est la meilleure transition vers le chapitre prochain que ce chapitre nous prépare à aborder sur les lois de Newton. C'est l'exercice 30, donc le lancer du poids. Je traiterai principalement de la partie grand 4. Voilà. Alors, dans ce chapitre sur les mouvements, il y avait quand même pas mal de choses. Je vais les balayer très très vite en guise de rappel. Vous vous souvenez que d'abord on avait commencé par bien rappeler ce qu'étaient les notions de vecteurs, hein. Je vais revenir sur cette petite page ici pour vous rappeler qu'il est important de bien comprendre qu'un vecteur, avant tout, ça comme chacun le sait, c'est une flèche. Et cette flèche, elle est caractérisée par trois choses principalement, c'est-à-dire sa norme, la longueur de la flèche, sa direction, par quelle droite est-elle portée, et son sens, dans quel sens la flèche est dirigée. En physique, un vecteur peut décrire une position, peut décrire une vitesse, peut décrire une accélération et peut aussi décrire une force. Donc on avait commencé d'abord par regarder les vecteurs de manière très mathématique sans savoir encore ce que ça décrit. Et ce vecteur, si je dis que c'est un vecteur V, V avec une flèche au-dessus, si je le dessine comme ça, il est entièrement décrit par quoi? Par sa norme, c'est-à-dire la longueur de ma flèche. Ici, vous pouvez voir que sa norme vaut 7 à peu près. Si un carreau vaut 1, la longueur de cette flèche vaut 7. C'est un exemple. Et je fais aussi un exemple d'un vecteur qui a un angle de 45 degrés avec l'axe des abscisses. On se souvient que si je connais la norme du vecteur qui est donc V sans flèche, d'accord, sa longueur, et si je connais l'angle qu'il fait avec l'axe des abscisses, comme vous le voyez là, je peux connaître ces deux coordonnées. On est dans un espace à deux dimensions, donc le vecteur V va avoir deux coordonnées, c'est-à-dire Vx, ses coordonnées sur x, ici, cette longueur, et sa coordonnée sur z, ou y si cet axe s'appelle y, Vz donc, et qui correspond à cette longueur. D'accord? Donc si je retrace mon vecteur, je vais en refaire un rapidement. Vous voyez bien comment varient ces deux. Je vais effacer, pardon. Voilà, je recommence. Comment varient les coordonnées d'un vecteur en fonction de la position du vecteur lui-même, hein. Ça, je vais le mettre sur le site, cette animation, si vous avez besoin de la remanipuler. Voilà. Donc je refais mon vecteur dont la norme vaut 7. Et je sais que si je connais la norme d'un vecteur et l'angle qu'il fait avec l'axe des abscisses, je peux connaître Vx et Vy. Comment je fais? Rappelez-vous, la coordonnée Vx, c'est la norme du vecteur V, le rouge qui est ici, multiplié par le cosinus de l'angle alpha qui vaut ici 45 degrés, mais vous pouvez lui donner la valeur que vous voulez. Donc, Vx, c'est V cos alpha. Pourquoi? Je vous renvoie vers vos chères études de mathématiques dans le triangle rectangle qui dit que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent que vous voyez là, divisé par lui, l'hypoténuse, qui est justement la norme du vecteur. D'accord? V cos alpha pour Vx. Et pour Vz ou Vy, s'il s'appelle Y, là, ce sera V fois sinus alpha, pour la même raison, puisque le sinus, c'est le côté opposé du triangle rectangle, divisé par l'hypoténuse, et le côté opposé de ce triangle rectangle-là, c'est bien lui, et c'est donc bien cette longueur Vz. Donc les coordonnées sont connues d'un vecteur si vous connaissez sa norme et l'angle qui le sépare de l'axe des abscisses. Donc ça, on avait quasiment commencé par ça notre chapitre, rappelez-vous. Alors à l'inverse, si je connais les coordonnées d'un vecteur, ces deux longueurs en gris ici, est-ce que je peux reconstituer le vecteur lui-même? On se doute que oui, en faisant le raisonnement inverse. Alors, comment faire pour connaître la norme si je connais Vz et Vx? Si je connais les coordonnées d'un vecteur, est-ce que je peux connaître la norme du vecteur et l'angle qu'il fait avec l'axe des abscisses? La réponse est oui, bien sûr. L'exercice 30 rebalayait toutes ces notions, revoyez-le. Alors, comment on fait? C'est encore le triangle rectangle, bien sûr, puisqu'on sait que cette longueur au carré est égale à cette longueur au carré plus cette longueur au carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La norme du vecteur v au carré, c'est quoi? C'est Vx au carré plus Vz au carré. Donc la norme de V, c'est quoi? C'est la racine carrée de Vx carré plus Vz carré. Donc c'est ça qu'on avait mis dans le cours, hein, je vais vous le remontrer rapidement. À cet endroit-là, vous vous souvenez, la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de la somme des carrés de ses coordonnées. Voilà.
Euh, Ça, j'espère que c'est bon. Et puis, dans l'exercice sur le lancer du poids, on avait vu qu'on pouvait aussi retrouver cet angle en faisant quoi? Ben, encore une fois, triangle rectangle, en se souvenant de la définition de la tangente. La tangente de cet angle, c'est quoi? C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, la tangente de alpha, qu'est-ce que c'est? C'est le côté opposé VZ divisé par le côté adjacent VX. Vous vous rappelez, on avait vu ça dans la correction de l'exo. Je peux vous la remontrer vite fait, hein, mais on va le regarder plus en détail dans quelques instants. On l'avait vu à cet endroit-là, regardez bien. On nous demandait de trouver alpha connaissant V0Y et V0X. Dans ce cas-là, il y a le petit dessin qui rappelait tout ce que je viens de vous dire. Donc la tangente d'un angle, ce sera donc l'ordonnée du vecteur divisé par son abscisse. Et ensuite, en faisant l'arc tangente, qui est tangente moins 1 sur votre calculatrice, vous retrouvez l'angle du vecteur. Donc, je reviens encore sur cette histoire. Comment faire pour retrouver alpha? Je fais l'arc tangente, tangente moins 1, de côté opposé, Vz, sur côté adjacent, Vx. Voilà, ça, ce sont les outils mathématiques qui sont essentiels de bien maîtriser pour pouvoir passer à la suite. Voilà. Et puis ensuite, pour continuer dans mes résumés sur le chapitre, je vais venir sur le bon document. On avait défini, alors je vous le rappelle, là je passe rapidement parce qu'on avait beaucoup parlé, que le vecteur position d'un objet OM, O étant l'origine des axes, et M, le point matériel qui symbolise l'endroit où se trouve l'objet, ce vecteur OM est le vecteur position. Quelles sont ses coordonnées? X, Y et éventuellement Z si on est à 3 dimensions. Si je veux obtenir le vecteur vitesse, qu'est-ce que je fais? Je dérive ce vecteur par rapport au temps et j'obtiens le vecteur vitesse. Et puis on avait dit que ce vecteur vitesse, si je le dérivais à nouveau, j'obtenais le vecteur accélération. Et une fois que j'avais ça, je connaissais tout du mouvement. Alors je vais revenir sur l'exemple qu'on avait vu en cours. Si par exemple vous avez un vecteur position qui est décrit comme ceci, son abscisse vaut 2, son ordonnée z ici, c'est moins 1 demi de 9,8 fois t carré plus 5. Pour quelle raison ça vaut ça? On n'en sait rien, moi je vous l'avais donné tel quel. Hein. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle pardon, les équations horaires du mouvement. Horaire, pourquoi? Parce que le facteur temps vient ici s'inviter dans nos équations, hein, rappelez-vous. Donc, OM, dans notre exemple, l'abscisse valait 2, l'ordonnée valait tout ça. Et ma question était d'abord, quelle est la position de l'objet à l'origine des temps pour t égale 0? On va y revenir. Et ensuite, quelle est sa vitesse? Comment peut-on déterminer les coordonnées de sa vitesse? Et ensuite, les coordonnées de son accélération. Donc, je prends mon vecteur OM, rappelez-vous. Comment faire pour savoir, excusez-moi, l'endroit où il se trouve à l'origine? Vous faites t égale 0. Au moment où le mouvement commence, quelle est l'abscisse de ce mobile? 2. Hein, si vous remplacez t par 0, il n'y a pas de t, donc il vaut 2. Et quelle est son ordonnée zt? Vous remplacez t par 0 et vous apercevez que z0 donc vaut 5 simplement parce que vous avez remplacé t par 0. Donc à l'instant origine, le mobile décrit par ce mouvement, je peux affirmer que ses coordonnées sont x0, y0. Et dans ce cas-là, ce sera donc le point de coordonnées de 5. Voilà la première information que me donne l'équation horaire du mouvement qui est là. Ça veut dire que l'objet est au point de coordonnées de 5. Donc sur mon truc qui est là, c'est où le point de coordonnées de 5? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux savoir que l'objet, au moment où il va commencer son mouvement, j'allais dire sa chute, mais enfin son mouvement, parce qu'on ne sait pas encore que c'est une chute, il est à cet endroit-là. Voilà, c'est toute l'information qu'on a pour l'instant. Mais c'est déjà pas mal. Et ce sera essentiel par la suite, vous verrez, ce qu'on appelle les conditions initiales. Alors maintenant, comment faire pour connaître le vecteur vitesse? Je reprends ma définition. La vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc je vais pouvoir dériver individuellement les coordonnées de mon vecteur position pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Donc je dérive la fonction 2 par rapport au temps pour avoir Vx de t. Ce t là, au bout d'un moment, hein, vous verrez, on l'enlèvera parce qu'il surcharge un peu la notation. Pour l'instant, on met le petit t, parfois entre parenthèses, pour bien rappeler que tout ça, ça dépend du temps. Alors, Vx, c'est dx sur dt, d'accord? Donc la dérivée de cette fonction par rapport au temps, c'est une constante, donc ça vaut 0. Ensuite, Vz de t, c'est la dérivée de z par rapport au temps, comme je le rappelle ici. Et quelle est la dérivée de moins 1,5 de 9,8 fois t carré plus 5? Revoyez-le. Le 2 passe ici, 2 sur 2, ça fait 1, donc ça fait moins
9,8 fois t. Et on avait fait la remarque quand on avait fait la visio, c'était de se dire que, bon, alors j'ai un vecteur vitesse dont l'abscisse est constante, donc ça doit vouloir dire que ce mouvement ne se passe pas selon x, puisque selon x, la vitesse n'évolue pas, il ne se passe rien. Par contre, selon z, qu'est-ce qui se passe? La vitesse a l'air d'augmenter proportionnellement au temps. Et de manière négative, ça veut dire qu'elle va aller vers le bas. Ici, vous avez déjà un indice du fait que ça, c'est un mouvement uniformément accéléré, mais on va mieux le voir en dérivant une nouvelle fois, bien sûr. Alors, pour avoir l'accélération, vous vous souvenez, je fais la même chose, je prends les coordonnées du vecteur vitesse et je les dérive à nouveau. Donc, pour avoir AX, je fais la dérivée de VX. La dérivée de 0, bah, ça fait 0, d'accord. Et pour avoir AZ, je fais la dérivée de VZ. Et donc, la dérivée de VZ, c'est la dérivée de cette expression par rapport au temps. Et ben, ça fait une constante, comme vous le voyez ici, moins 9,8. Vous avez donc ici toute la description globale du mouvement, puisqu'on voit maintenant que si l'accélération est dirigée vers le bas, c'est un mouvement qui va aller certainement vers le bas, qui ne se passe que selon l'axe Z, et qui est uniformément accéléré. Pourquoi? Parce que je vois que l'accélération est constante. Voilà, dans les applications, on avait fait un ou deux trucs en plus, mais le plus important est là pour se réchauffer un peu sur ce chapitre. Alors, si je devais simuler ce mouvement ici, que je viens de vous montrer, ça donnerait ceci. Mon mobile est au départ, on l'a vu tout à l'heure, au point de coordonnées 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, et il va évoluer comme ceci. Voilà, il est en train de tomber. Je l'ai fait un peu de travers, je vais recommencer, puisque en réalité, c'est un mouvement qui se passe comme ceci. Je vais mettre la trace, ce sera quand même plus joli. Je vous le refais comme ceci. Voilà. En fait, ça décrit un objet qui est en chute libre. Je ne fais pas plus de commentaires pour l'instant. On voit bien que c'est un mouvement qui est uniformément accéléré. Mais ici, vous venez d'avoir l'illustration de ce qui est décrit mathématiquement ici par ces trois équations horaires que vous voyez là, qui sont toutes liées par quoi? Par les relations de dérivées les unes par rapport aux autres. Alors ça c'est très bien, super, sauf qu'en physique, vous allez le voir dans le chapitre sur Newton, en général on fait la démarche inverse. Vous avez vu, hein, là on part de la position, on trouve la vitesse et ensuite l'accélération. Vous comprendrez mieux pourquoi en traitant Newton qu'en physique, en général on connaît d'abord le vecteur accélération et on va chercher les autres vecteurs en remontant en marche arrière, je dirais, hein, tout simplement en regardant le vecteur accélération, en gardant nos principes de dérivée, mais en revenant en arrière pour retrouver finalement quelles sont les équations horaires de la vitesse et de la position. Alors ça c'est fondamental en physique, donc là c'est pour ça que je vais m'y arrêter un tout petit peu dans cette vidéo et de vous faire un tout petit aperçu mathématique sur ce qu'est une primitive. Alors c'est quoi une primitive en mathématiques? Je vous le mets ici, une primitive d'une fonction f de x, ce sera la fonction grand F de x. Et si je voulais la définir très simplement, je dirais que la fonction f de x a une primitive qui s'appelle grand F de x. Cette primitive est définie par le fait que si je la dérive, je retrouve la fonction f. Si vous la regardez attentivement, une primitive, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction qui, quand je la dérive, fait retrouver la fonction de départ. C'est-à-dire c'est faire la démarche inverse de la dérivation. C'est trouver la fonction qui en la dérivant donne la fonction que je connais. Alors on va prendre un petit exemple, on va même en faire 3 pour mieux comprendre tout ça. Si j'ai une fonction constante f de x égale 2, quelle sera sa primitive en mathématiques? Il faut que je cherche la fonction qui, quand je vais la dériver par rapport à x, là on est comme en maths, va donner 2. Vous réfléchissez bien, mais il n'y a pas d'autre solution que d'écrire que c'est la fonction 2 fois x. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si je dérive cette fonction 2 fois x, vous obtenez 2. Donc je viens de trouver la primitive de 2. Mais pour être plus précis, je vais dire qu'on a trouvé une primitive de 2. Je m'explique. 2x, si je la dérive, ça donne 2. Mais 2x plus 1, si je la dérive, ça va donner 2 aussi, puisque la dérivée de 1 donne 0. Et puis, je peux mettre 34, si vous voulez. 2x plus 34, ben, ça va aussi donner 2. C'est là qu'on se rend compte qu'une fonction a une infinité de primitives, et voilà pourquoi, en mathématiques, on écrit plus c. C'est quoi ce c qui est là? Eh ben, c'est une constante. On dit que la primitive de la fonction f de x égale 2, c'est 2 fois x plus une constante.
Que vaudra cette constante? Ça, je vais y revenir tout à l'heure dans l'exercice, justement, sur le lancer du poids, pardon. Donc ça, c'est un nombre constant. Cette fonction a une infinité de primitives. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place de c, même un nombre négatif, hein, bien sûr. Ça va fonctionner. Ok. Alors, un autre exemple, on regarde. Essayez de le faire avant moi, hein, en regardant la vidéo. Vous pouvez même appuyer sur pause et puis le faire vous-même. F de x égale x. Alors, on va chercher donc les primitives de la fonction f de x égale x. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, quelle fonction en dérivant, une fois qu'on l'aura dérivé, va donner x? Alors, je vais mettre mon petit éditeur d'équations, ce sera plus joli. Comme ça, vous pouvez le faire pour l'instant. Et dites-moi si vous êtes d'accord. Si j'affirme, regardez bien, voilà, le temps qu'il s'ouvre. Ok, et moi j'écrirai ceci. 1 demi fois, pardon, x au carré. Et je vais mettre plus une constante. Je vais redécrire ça dans quelques instants. Voilà, moi je dirais que c'est ça. Alors il faut que vous soyez bien convaincu que c'est bon. Je vais l'agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Est-ce que c'est vrai que cette fonction-là qui apparaît, que je vais faire un tout petit peu plus petite quand même, vaut 1 demi de x carré plus c? Bah oui, dérivez-la. 1 demi de x carré, si vous dérivez ça, ça fait 2 sur 2, ça vaut 1. Ah, vous retrouvez x ici, et plus n'importe quel nombre, puisque ce nombre, si je dérive, ça vaut 0. Donc 1 demi de x carré plus une constante. D'accord? Vous avez remarqué, on fait le raisonnement inverse de la dérivation, et à la fin, quand j'ai trouvé la primitive, je vérifie toujours en dérivant si ça donne bien la fonction de départ. Allez, on en fait une autre. Pour le plaisir, je vais faire un copier-coller pour que ça aille plus vite. Là, c'est pas la bonne réponse, mais ça me permettra d'aller plus vite. Alors, pareil, hein, moins 2 fois x plus 1, quelle est sa primitive? Alors, vous réfléchissez bien et je vous donne tout de suite la réponse. Et vous me direz si vous êtes d'accord. Alors, c'est forcément négatif. Ok. J'aurai un 2 à la fin, ça c'est sûr. Ce raisonnement, il n'est pas facile à faire au début, mais vous allez voir qu'avec un peu d'entraînement, vous y arriverez. J'augmente d'une unité la puissance. Et j'affirme que j'ai trouvé la primitive. Alors, oh, pardon, là je viens de faire une bêtise, excusez-moi. Je croyais que j'avais mis un carré. Bon, ça c'est vraiment pas bien. Hein. Donc là c'est un 2. Excusez-moi. 2, 2. Donc là, j'ai pas besoin de mettre de trucs. Voilà, petite coquille. Je m'excuse. Donc, ce sera plutôt ceci. Excusez-moi. Et là, on est bon. Pardon, je croyais que j'avais mis un carré ici, mais il n'y en a pas. Bon, alors, est-ce que c'est bon, ce truc-là? Est-ce que j'ai bien trouvé la bonne primitive de cette fonction-là? La réponse est oui. Pourquoi? Bah, dérivez cette fonction et apercevez-vous que le 2 va ici, que cette puissance s'abaisse d'une unité, donc moins 2x plus c. Donc là, hop, pardon, j'avais oublié le 1, je m'excuse, plus x plus c. Voilà, excusez-moi. Je me souvenais plus de ce que j'avais écrit. Voilà, maintenant c'est OK. Je recommence donc. Quand je dérive cette partie, ça fait bien moins 2x. Quand je dérive cette partie, ça fait bien 1. Vous êtes d'accord? C'est le 1 que je retrouve ici, plus une constante. Et ça y est, je viens de trouver la primitive de la fonction qui est décrite là-haut. Ça demande un peu d'entraînement, mais vous allez voir que finalement, on ne va pas manipuler en physique d'équations bien plus compliquées que ces petits polynômes simples. Hein. Ok, alors en physique, c'est quoi la petite différence? C'est simplement, comme vous le savez, des différences de notation, tout simplement. Je vous montre un petit exemple avant de s'attaquer à l'exercice 30, donc sur le lancer du poids. Et en physique, comment on dit les choses? Alors, je vous montre un exemple. Un mobile se trouve à l'origine des temps, hein, on est d'accord, à t égale 0, à l'abscisse z0, à l'ordonnée donc, pardon, je recommence, à l'ordonnée donc z0 égale 1 et à une vitesse nulle. Et on affirme, ça c'est une donnée, que AZ vaut 10, c'est-à-dire que son accélération selon Z vaut 10. Et la question est, quelle va être sa vitesse? Je répète, je viens de vous donner les conditions initiales ici, hein, on est à l'origine des temps, il a l'ordonnée z0 égale 1, c'est une donnée, très bien, et sa vitesse vaut 0 à l'instant initial. Je connais son accélération, AZ, selon Z, c'est un mouvement qui va se faire que verticalement, qui vaut 10, très bien.
Est-ce que je peux connaître maintenant sa vitesse? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On fait maintenant la démarche inverse de la dérivation. On va chercher des primitives. Comme la vitesse, c'est la dérivée, comme l'accélération, pardon, c'est la dérivée de la vitesse, eh bien, quand j'ai l'accélération, il va falloir que je cherche une primitive pour trouver la vitesse. Et donc, je vais le faire ici. Comment trouver la primitive de cette fonction-là, sachant que maintenant, la variable, ce n'est plus x, mais c'est t, on est d'accord? Eh bien, maintenant, je sais faire, puisque je sais trouver une primitive. Donc, Vz, ça va être quoi? Ça va être la primitive de Az. Ce sera donc 10 fois t plus une constante. Mais en physique, cette constante, elle a un sens. Quel sens a-t-elle? Réfléchissons 2 secondes. Là, si j'avais mis en maths, j'aurais mis un C. 10 fois t plus une constante. Que vaut cette constante qui est là? Remplacez t par 0. 10 fois 0, ça fait 0. Et qu'est-ce que ça veut dire en physique t égale 0? Ça veut dire à l'instant initial. Si t vaut 0, on est à l'instant initial. Donc imaginons maintenant donc que t vaut 0. Ça veut dire que la vitesse à l'instant initial, elle vaut la constante. Et que vaut cette constante? Eh bien, c'est la vitesse à l'instant initial. Très important à comprendre, ça j'y reviendrai en cours bien sûr, mais réfléchissez bien à cette question. Que vaut la constante dite d'intégration en recherchant la primitive? Cette constante, c'est ce que valait la vitesse quand t valait 0. C'est ce que je viens de vous montrer rapidement ici. Et qu'est-ce que j'avais dit dans l'énoncé? La vitesse était nulle à l'instant initial. Ah bah ça y est. Ok. Donc la constante, c'est bien la vitesse à l'instant initial selon z. Et en plus, je viens de me rendre compte en regardant mon énoncé qu'on m'avait dit qu'elle était nulle. Donc la constante d'intégration vaut 0. Donc la vitesse, c'est 10 fois t. D'accord? Allez, je continue maintenant. Maintenant, je veux connaître son z. C'est-à-dire l'équation horaire de sa position. Et il va falloir maintenant que je cherche une primitive de 10 fois t. Et je vais refaire encore la même démarche. C'est quoi la primitive de 10 fois t? Je vais faire un petit copier-coller de mon éditeur d'équations pour que ce soit plus joli. 10 fois t. Cherchons une primitive. Réfléchissez bien. Et pendant ce temps, je le fais. Cherchez vous-même de votre côté. Cherchons une primitive donc de ça. Alors, moi, j'aurais envie de vous dire que ça vaut ceci, d'accord? Ceci, d'accord? Et plus une constante. Allez, on va vérifier 2 secondes si ça marche. 5 fois t carré, si vous le dérivez, le 2 passe ici, ça fait bien 10 fois t, plus une constante. Et on se rappelle du sens de cette constante? C'est ce que vaut la grandeur, c'est-à-dire cette fois-ci z à l'instant initial quand t vaut 0. Je retourne dans mon énoncé, et on m'avait dit à l'instant initial, il est à un z de 1. Donc ça veut dire que ce z, ce z, pardon, excusez-moi, ce z qui est là, c'est bien z0, c'est-à-dire sa position selon z à l'instant initial. Et que vaut-elle d'après mon énoncé? Elle vaut 1. Hop, ça y est, je viens de trouver l'équation du mouvement en faisant la démarche inverse que celle qu'on avait fait dans l'exercice de tout à l'heure. C'est-à-dire en partant de l'accélération, je cherche une vitesse en cherchant une première primitive avec cette histoire des constantes d'intégration qu'on va revoir dans quelques instants. Et ensuite, je recherche la position par une nouvelle intégration. On était ici dans un problème à une dimension, mais à 2 dimensions, vous le verrez, c'est exactement la même chose. Tout consiste en une recherche de primitives. Ce qui vous embêtait un petit peu au début, c'est ces histoires de constantes et du sens physique qu'elles ont, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez être plus à l'aise avec ces notions qu'il faut prendre un petit peu de temps pour intégrer. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous avais donné l'exercice 30, dont c'est la principale difficulté sur lequel maintenant je vais finir la vidéo. Et je vous le remontre, cet exercice, je passe le grand 1, le grand 2, le grand 3 dont on avait parlé en visio, je vais maintenant parler que du grand 4 que je vais traiter, dont je vais traiter juste les questions 1, 2 et 3. Et on va se lancer tout de suite. La question 1, c'était quoi? Alors vous vous souvenez, dans cet exercice, on nous affirmait, c'était pas du tout une démonstration,
que le mouvement du boulet, son accélération pouvait être décrite entièrement par cette équation-là. Et encore une fois, remarquez qu'on nous donne l'accélération, il va falloir remonter maintenant à la vitesse dans un premier temps et à la position dans un deuxième temps. Donc c'est exactement ce que je viens de faire, mais ils ont un problème à deux dimensions, avec du x et du y. Alors, l'accélération AX vaut 0, AY vaut moins g. Comment faire ensuite pour pouvoir trouver 1 l'expression de la vitesse et 2 l'expression de la position. Alors, je vais vous montrer maintenant la correction que j'ai rédigée, qui est là, et on va se lancer tout de suite sur cette question de la recherche des équations horaires à partir de la connaissance du vecteur accélération. D'accord ? Alors, dans notre exercice, les axes s'appelaient pas x et z, mais x et y. Donc, je vais bien l'appeler y pour pas qu'il y ait de confusion. Et voilà, l'exercice commençait comme ça. On me donne AX et AY. Vous avez remarqué, je l'ai débarrassé maintenant du T. On va l'enlever petit à petit pour éviter de surcharger les notations. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Petit à petit, on va l'abandonner. Ce petit T qu'on met souvent en indice pour rappeler que tout ça, ça dépend du temps. Bon, je me retrouve avec une accélération qui apparemment est constante. G vaut 9,8, on est sur Terre. Et on va me demander de trouver l'expression du vecteur vitesse connaissant l'accélération. Et aussi connaissant les conditions initiales, mais ça j'y reviendrai dans quelques instants. Ok, allez, on y va. Comme A est la dérivée de V par rapport à T, on se propose donc de chercher les primitives des composantes de l'accélération. Voilà, c'est ce que je vous ai écrit. Une primitive, comme je viens de vous le dire, est toujours connue à une constante près. Donc cette constante, il faudra qu'on la détermine. Cette constante dite d'intégration, elle s'appelle comme ça, vous comprendrez pourquoi pour ceux qui sont en spé maths, elle correspond toujours à la valeur que prend la fonction à l'instant initial, c'est-à-dire quand t vaut 0. Retenez bien ça. Et maintenant, on va tout de suite s'attaquer à Vx et Vy. Par définition, Vx est une primitive de Ax. Vy est une primitive de Ay. Alors, on va tout de suite chercher Vx. Quelle est la primitive de la fonction 0 ? Réfléchissez bien, c'est une constante. C'est pas 0. 0, c'est un cas particulier. C'est toutes les constantes, ça marche, quand on les dérive, ça fait 0. C'est pour ça que j'ai mis ici une constante. Mais que vaut cette constante, Vx ? Vous vous rappelez, c'est ce que vaut la fonction à l'instant initial. Donc la vitesse selon x de mon objet, c'est une constante. Et que vaut cette constante ? C'est ce que valait Vx à l'instant initial, c'est-à-dire la vitesse initiale selon x. Or, avant dans l'exercice, on l'avait déjà trouvé, ce V0x. Et rappelez-vous, V0x, c'est quoi ? C'est V0 fois cosinus de alpha. Ça y est, on a trouvé notre constante, V0 cos alpha. D'accord ? Donc, revoyez un petit peu tout ce que je vous ai dit avant pour savoir pourquoi ça vaut V0 cos alpha. Maintenant, pour trouver Vy, je dois chercher une primitive de moins g. G est une constante, bien sûr, 9,8. Je l'appelle g pour l'instant. Bon, alors on y va. Pour trouver une primitive de moins g, ce sera moins g fois t plus une constante. Que vaut cette constante ? Je l'appelle tout de suite V0y. Pourquoi ? Parce que c'est la valeur que prend la fonction Vy à l'instant initial. D'où le 0 ici pour t égale 0. C'est donc la composante du vecteur vitesse à l'instant initial sur l'axe y, qui est une constante, et qui vaut V0 fois sinus alpha, on l'a déjà dit. Donc j'ai entièrement ici explicité l'équation horaire de mon mouvement du point de vue de la vitesse. La vitesse, maintenant, a pour coordonnées quoi ? V0 cos alpha, tiens, c'est une constante. Et selon y, moins g fois t plus V0 sinus alpha, ça c'est une constante, et ça ce n'est pas une constante puisque ça dépend du temps. Ça y est, j'ai la vitesse, super. Mais j'ai pas encore la position. Donc je vais devoir chercher une nouvelle primitive, et cette primitive va me donner le vecteur ici, que vous avez là, le vecteur position, sachant que maintenant je connais le vecteur vitesse, et je vais appliquer encore la même recette. Allons-y. X, c'est quoi ? La coordonnée du vecteur position, x. C'est une primitive de Vx que je connais déjà qui vaut V0 cos alpha. Alors la primitive de V0 cos alpha, ce sera donc V0 cos alpha fois t, tout ça c'est constant, plus la constante. La constante c'est quoi ? C'est ce que valait x à l'instant initial. C'est donc bien x0. Et x0 était donné dans l'exercice.
Ah, super. C'est donc l'abscisse de mon objet à l'instant initial quand il a été lancé. Son abscisse est nulle. Très bien. Donc x0, je peux déjà dire que ça vaut 0 et le remplacer ça par 0. Sur y, je vais devoir chercher une primitive de cette fonction. Ne soyez pas effrayés, on va y arriver. Moins g fois t plus une constante v0 sinus alpha. Eh bien regardez bien, c'est moins 1 demi de g t carré plus la constante v0 sinus alpha fois t plus une constante. Et la constante vaut quoi? Ce que valait y à l'instant initial, c'est-à-dire l'ordonnée de l'objet à l'instant initial qui valait h dans notre exercice. Je ne sais plus combien exactement, mais j'y retournerai tout à l'heure pour vous le dire. Donc, plus y0. Ce y0 vaut combien? Vaut h. Donc, j'ai maintenant nettoyé un peu mes équations horaires pour qu'elles soient plus jolies. x0 vaut 0, il n'y a rien ici. y0 vaut h selon les données de l'énoncé. Et là, vous avez entièrement décrit le mouvement. De quel mouvement s'agit-il? Ah bah allez, je vais vous le montrer avant de terminer. On me dit que, alors vous vous souvenez, dans notre histoire, c'est que c'était un objet qui avait été lancé de la position h valait 2,62 et qui a été lancé comme ça avec une certaine vitesse qui valait 13,8 mètres par seconde. D'accord? Et on a trouvé un angle d'à peu près de 46 degrés. Alors, voilà, ceci est une donnée expérimentale. Ça donnerait quoi à peu près? Vous êtes à 2,62, vous tirez une vitesse de 13 à peu près, regardez en haut à droite. On avait un angle de 46 et quelques. Le voilà, le mouvement. C'est lui. Alors, c'était pas facile à voir, évidemment, mais tout ça, c'est dans le chapitre prochain qu'on va un petit peu détailler le tout. Je vais juste vous faire remarquer quelque chose, je vais refaire quelques lancers. Regardez bien ce qui se passe en bas, le long de l'axe des abscisses. Je vais refaire un tir en orange cette fois-ci, à peu près le même. Voilà. Regardez bien ce qui se passe ici, là. C'était ce que j'essayais de vous montrer avec ma souris. Je vais vous en refaire un. Et remarquez ici que la vitesse selon x est constante. Regardez-le bien. Hop, regardez le point en bas. Ah oui, il est en mouvement rectiligne uniforme. Retournez voir les équations horaires, c'est montré. Le mouvement selon x est uniforme en effet, puisque le vx est constant. Vous pourrez le revoir. Je vous refais un petit lancer, vous avez vu. Ça c'est x, l'abscisse de l'objet. Il est en mouvement rectiligne uniforme, quel que soit le tir que vous faites. Regardez bien, que vous fassiez, excusez-moi. Voilà, hop. Par contre, selon y, ça monte et ça descend. C'est ce qui explique très bien les équations horaires. Donc finalement, ça c'est visuel, c'est plus joli, c'est bien, ça marche, mais c'est ce qui est explicité entièrement ici dans ces trois équations horaires. Tout l'art et la manière, quand on va traiter ça à la manière Newton, c'est de partir des équations de l'accélération et de remonter à la vitesse et à la position en recherchant des primitives. D'accord? Donc ça va demander de la pratique, c'est pour ça que je vous demande d'insister beaucoup ces vacances sur cet exo qui est parfait pour ça. Voilà, la question 3, c'était quoi? Eh ben, je vous demande de la regarder tout seul, parce que là, je vais pas vraiment la commenter, je vous ai déjà écrit la correction, d'essayer de vous débrouiller pour écrire l'équation cartésienne de la parabole qui s'est dessinée, que je viens de vous montrer. Ben, essayez de le faire, j'explique comment on fait là-dessus, et on en reparlera dès lundi, puisque dans le chapitre sur Newton, c'est ce qu'on va faire tout le temps, et j'espère que ça va aller pour tout le monde. Voilà. Dernière remarque en vous disant que l'exercice 26 que je vous avais donné est pas très intéressant. Il est en option. Il soulève des petites questions qui sont un peu inutiles, je pense. Vous pouvez le faire, bien sûr, pour vous entraîner, on pourra en reparler. Mais ce qui est très important, c'est le 22 et surtout cet exercice 30 qui, déjà, vous permet d'évacuer toutes les difficultés qui nous attendent dans le chapitre sur Newton. Voilà. C'était assez long quand même, mais il fallait bien ça. J'aurai le plaisir de vous retrouver en vrai lundi. Et je vous dis à bientôt et bon courage, bonne fin de vacances.